Et salut à tous les jet skieurs et jet skieuses, c'est Majet. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du son. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que en ce moment il y a la polémique en plus du lac Léman sur le bassin d'Arcachon. Et en fait je remarque un tout petit détail anodin, c'est que vous avez pu le voir, ça peut être un peu folklorique quand on parle de la consommation du jet ski. J'ai eu l'occasion de le faire sur une précédente vidéo. Et par contre, quand on dit qu'un jet ski est bruyant, et j'ai remarqué qu'il y a très très peu d'études à ce sujet, et je me suis dit que ça serait pas mal justement de le voir sur le terrain, de faire un constat, et faire un constat qui soit le plus précis possible et le plus honnête possible. Euh, donc pour ça, cette vidéo va comporter trois parties. La première partie, je vais expliquer rapidement comment le son fonctionne, comment comment on mesure le bruit. Dans une deuxième partie, ensuite, avec mon jet, je mènerai une expérience pour justement voir les niveaux qui ont été constatés à telle ou telle distance, à telle vitesse, etc. etc. Et puis dans une troisième partie, je ferai une conclusion par rapport à ça. Alors avant par contre de commencer, j'aimerais juste apporter quelques petites précisions. À la base, je ne suis pas un scientifique. Le son, mine de rien, au niveau de l'étude, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. Donc je vais essayer de pas trop vous emmêler les pinceaux et de faire quelque chose qui soit assez simple à comprendre et qui soit vraiment le plus bref possible. De manière à ce qu'on ne perde pas de temps et qu'ensuite on fasse la deuxième partie et qu'on comprenne de manière simple et concrète comment ça fonctionne. Voilà, donc, je veux juste apporter cette précision par rapport à ça. Le deuxième point aussi, c'est qu'en parallèle par rapport à ça, donc le but c'est pas de dire que un jet ski est plus silencieux que la pénitence que peut y avoir dans un monastère et de se baser sur ce que l'on va constater. Je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Mais pour ça, je vous propose d'abord de commencer la première partie et de voir ensemble comment fonctionne le son. Allez, c'est parti. Alors je vais résumer très rapidement. Le son, c'est trois choses. Il faut une source, il faut une onde dans un milieu à travers lequel le son va se propager sous forme de sphère, et il faut un récepteur. Donc, en l'occurrence, ça va être nos oreilles. Au niveau de la source, on parle d'une puissance acoustique, parce qu'il faut générer ce son, hein, donc qui dit une gestion dit de l'énergie quelque part. Ensuite, quand le son se propage, on parle d'intensité acoustique, qui se mesure en watts par mètre carré. Et ensuite, au niveau de la réception, on parle de pression acoustique. C'est pour ça qu'on dit des fois qu'il y a une pression qui est exercée sur les tympans. La pression en fait acoustique, c'est ça qui va nous intéresser par rapport à la mesure. Elle dépend de trois facteurs. Le premier, c'est la vitesse du son, ce qu'on appelle la célérité. Le son se déplace à environ 300 mètres par seconde dans l'air. Dans l'eau, il est à peu près à 1500 mètres par seconde. Pour le verre, c'est 4000 et pour certains métaux comme l'acier, ça peut même monter jusqu'à 5000 mètres par seconde. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la masse volumique. L'air, par exemple, a une masse, mais c'est une masse qui est de 1 gramme par mètre cube, à peu près. Et l'eau, en fonction de la température et de certains paramètres, ça varie entre 900 grammes et 1 kg par mètre cube environ. Et le dernier facteur, c'est la vitesse de vibration.
ça va dépendre par exemple entre autres de certains facteurs comme par exemple la fréquence. La fréquence au niveau humain, nous, en gros c'est sur une distance le nombre d'ondulations que le son va générer. Plus vous avez d'ondulations, plus le son est aigu, et moins il y a d'ondulations et plus le son est grave. Donc il y a même des sons qu'on ne peut pas entendre en dessous d'un seuil. Donc en dessous de 20 Hz, on parle d'infrasons. Et ensuite, l'humain, il a une plage entre 20 et 20 000 Hz environ. Et au-delà de 20 000 Hz, il y a les ultrasons que peuvent entendre certains animaux, comme les chiens, les dauphins, etc. En regardant certaines études, en gros, sur une longueur de 1,50 m environ, un jet ski en moyenne fait une onde qui fait à peu près dans les 600 Hz, à peu près. Et pour les bateaux, on est plutôt sur du 1000 Hz. Mais en gros, tous ces phénomènes que je vous ai dit, nous, ce qui va nous intéresser, c'est par rapport, finalement, c'est la position là où on va être par rapport à cette source, et par rapport à la façon dont elle se déplace. Et donc pour ça, donc déjà on a nos oreilles qui vont nous permettre de savoir si le son est grave ou aigu, si le son est léger ou s'il est fort ou bruyant ou pénible. Et pour ça, donc, on peut mesurer sous une unité en décibels le son à l'aide d'un sonomètre. Donc là, c'est une appli que j'ai récupérée qui est relativement précise. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à... Là, je vais montrer aussi une échelle. Là, vous voyez, je suis en train de discuter et déjà, je suis plutôt environ dans les 60 décibels. 60 décibels, c'est plutôt le son d'une conversation courante. Et dans une cantine, ça peut varier entre 70 et 80 décibels. Si je me tais, on voit que ça descend à peu près dans les 30 décibels. Donc, entre 0 et 30 décibels, c'est un son qui est relativement calme. Entre 30 et 50, ça va être plutôt un son genre d'un milieu naturel ou dans une chambre, comme je viens de le dire. Entre 50 et 60, ça va être quelque chose, mais qui va être un son plutôt normal. Ça va être, ça peut être, je sais pas, un lave-vaisselle, quelque chose d'assez ordinaire. J'en ai parlé aussi, donc après vous avez des conversations qui commencent à être bruyantes, ça peut être une rue par exemple. Suivant les personnes, entre 80 et 90 décibels, ça peut être pénible, donc ça va être le son par exemple de certaines voitures, de certaines motos, qui parfois n'ont pas forcément des pots d'échappement. Entre 90 et 100 décibels, on va commencer à avoir des phénomènes, par exemple des travaux sur un chantier qui vont susciter du bruit et qui à long terme peuvent même créer des dégâts et affecter ce qu'on appelle les capacités auditives. Au-delà de 100 décibels, ça touche même à court terme les capacités auditives. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les aéroports, si vous regardez, le personnel qui est au sol, en fait, porte des protections auditives, voire aussi dans certaines usines où ils utilisent des boules caisses. Par exemple, un avion au décollage, ça peut aller jusqu'à 120 décibels. Le record est de mémoire lors des programmes lunaires Apollo. La fusée Saturne V faisait un décollage qui pouvait atteindre 220 décibels. Donc c'était quelque chose qui était assez conséquent. Alors il y a plusieurs paramètres à prendre aussi en compte pour faire nos mesures. Si on ne tient pas compte du vent que va y avoir, des températures, de l'humidité, des obstacles et de la réverbération,
pour éviter de fausser la mesure. En fait, tout va dépendre de la puissance au niveau de la source, donc de la puissance acoustique, et nous en tant que récepteur aussi de la distance où on se trouve. Parce que quand le son se propage, il perd en intensité, et donc on va l'entendre moins fort que si on était à côté. Je vous donne un exemple. Si par exemple à 5 mètres je constate 90 décibels avec un sonomètre, et bien en fait après, pour savoir de combien le volume va s'atténuer, il faut que je double cette valeur et que je soustrais l'équivalent de 6 décibels. Donc à 10 mètres, je vais me retrouver avec 84 décibels. À 20 mètres, je vais me retrouver à 78 décibels. À 40 mètres, je suis à 72. À 80 mètres, je suis dans les 50 dans les 66 décibels. À 160 mètres, je suis à 60 décibels. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, je suis déjà dans le volume ou le volume sonore que j'emploie actuellement avec vous environ dans les 60 décibels. Donc le fait qu'on ait mis une bande des 300 mètres, à défaut d'être respectée, c'est pour pallier entre autres à ce genre d'effet. Ça c'était le premier facteur dont je voulais vous parler. Le deuxième facteur aussi dont je voulais vous parler, c'est dans le même périmètre, c'est le nombre d'engins qu'il peut y avoir et qui vont forcément augmenter la puissance acoustique. Sauf que au niveau du volume, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce qu'il y a deux engins qui font par exemple 60 décibels, si vous en avez deux qui sont côte à côte et qui fonctionnent en même temps, vous n'aurez pas 60 décibels. Vous aurez à peu près 3 décibels de gain, parce qu'en gros, il y a un gain qui est sous forme d'une courbe logarithmique, et ensuite, à chaque fois, il faut multiplier par 2 pour obtenir 3 décibels, un peu à l'instar de la distance. Donc, si vous avez un engin, vous êtes à 60. Si vous en avez deux côte à côte, vous montez à 3. Si vous en avez 4 côte à côte, ça monte à 66. Si vous en avez 8, ça monte à 69. Si vous en avez 16, à 72, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça a l'air de rien, mais mine de rien, à la fin, si vous voulez atteindre un niveau de presque 100 décibels à 99 décibels, eh bien, il faudrait plus de 8000 jet skis qui soient concentrés au même endroit. Donc là encore, je ne l'invente pas, hein, ce sont des phénomènes qui dépendent de la physique, et si vous voulez, je vous mettrai le lien aussi, et puis pour les plus matheux, vous verrez par vous-même, quoi. Donc, maintenant que l'on sait d'ordre général comment le son fonctionne, ce que je vais faire, c'est que on se retrouve sur le terrain, et puis on va procéder aux mesures et on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti, à tout de suite. Ok, donc là on est sur la base de Montalieu-Versieux. Donc là je m'apprête à faire l'expérience avec mon VX110. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre à l'eau. Ensuite je ferai un premier essai au ralenti. Ensuite à quelques dizaines de mètres, à quelques cinquantaines de mètres, etc. et ainsi de suite. Ce que je vais déjà faire aussi, c'est que je vais lancer le sonomètre et on va voir déjà le niveau sonore ambiant qu'il y a pour l'instant. Donc pour le moment, je vous laisse vérifier. On est à peu près à 40 décibels. Donc on se retrouve tout à l'heure, et là maintenant je vais commencer à faire les tests. Donc,
Pour vous montrer au niveau de l'étalonnage, donc le compresseur a une pression exerce une pression d'environ 59 décibels. Donc je vais le mettre en route et normalement on devrait trouver une pression équivalente. On se rend compte qu'à 1 ou 2 décibels près, on a une pression équivalente. Ça, c'est mon jet ski, donc on voit bien que j'ai la boîte à eau, l'échappement, donc j'ai pas ce qu'on appelle un échappement libre, je n'ai pas ce qu'on appelle de free flow. Si maintenant j'essaye de le mettre en route, Alors, premier exercice, déjà ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais d'abord prendre l'appli du sonomètre et je vais d'abord faire un tour avec le jet ski au ralenti, ensuite avec une certaine vitesse et puis à pleine vitesse et voir en fait déjà ce que l'on constate au niveau de la source et quelle pression acoustique on va constater en décibels. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je prendrai donc l'application, je la mettrai et je referai la même expérience, mais cette fois-ci depuis le sol, pour voir si justement la différence de décibels que l'on a entre la source et on va dire la réception avec la distance est exacte proportionnellement au carré par rapport au rayon de la distance. Là, en ralenti, on est à 60 décibels à peu près. 60, 65. Vitesse 2 km/h. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire des mesures à distance
pour voir d'abord avec plusieurs vitesses, un peu dans le même esprit de ce que j'ai fait tout à l'heure, pour voir si on constate significativement une évolution de la pression acoustique, si ça génère moins de décibels ou plus de décibels. On va voir en fonction, et puis voilà. Donc là, on voit qu'il y a un bateau qui est en train de passer. Peut-être qu'on va constater déjà quelque chose, ça va être l'occasion. Donc déjà, le bateau qui passe, il est à peu près à... Il est passé à peu près à 50 décibels. Et c'est un moteur de temps.
Alors je constate des choses assez intéressantes. Si on regarde par rapport à l'appli, on se rend compte que le pic est monté à 71 décibels et qu'en moyenne on est à peu près à 50 décibels. Donc c'est vraiment... je suis agréablement surpris. Ah, c'est pas mal. Le maxi c'était 80 décibels, donc c'est... on est sur un truc qui est assez pénible et en moyenne on est à 50 décibels, donc vous voyez on est même un peu plus bas qu'une conversation en fait. Ok, donc maintenant en petite surprise, je vais faire le même test avec un Spark. Donc je remercie la base de Projet à Montalieu qui m'a gentiment prêté un Spark pour qu'on puisse mener cette expérience. Et on va voir la différence avec le VX110. Donc la différence là-dessus, c'est qu'on a un moteur qui est un peu plus petit, qui est un peu moins puissant, qui est un tricylindre contre un 4 cylindres par rapport au Yamaha VX110. Et donc on devrait, je pense, voir des différences assez significatives. Donc pareil, je vais faire à peu près les mêmes essais. Je ne vais pas aller plus bas parce que par contre le propriétaire m'a demandé de ne pas aller du côté là où il y a les algues, etc. Donc il n'a pas envie que j'endommage la turbine et ça je le comprends et je le conçois parfaitement. Allez, c'est parti, on va mener l'expérience.
Alors, si on regarde le Spark, on est en moyenne à 53,5 décibels et on a eu un pic à 74 décibels. Donc c'est même moins bruyant d'environ 4 décibels en pic que le VX110. En revanche, c'est à peu près équivalent à 1 décibel près en moyenne. Voilà. Donc c'est bien ce que je pensais par rapport à ça. Donc une fois encore, je remercie la base de Projet de m'avoir prêté gentiment ce Spark. Et donc ensuite, on se retrouve à la maison et on va faire un petit débrief. Voilà, donc retour à la maison, on va un tout petit peu débriefer par rapport à ce que l'on a constaté. Alors, quelques petites précisions déjà pour en revenir à l'essai avec le VX110 et le Spark. Donc le Spark, lui, il a un moteur Rotax tricylindre qui fait 900 cm3. Le VX110, lui, a un moteur qui fait 4 cylindres qui fait à peu près environ 1 litre à peu près. Et au niveau du poids, mon VX110 fait à peu près dans les 325 kg à sec. Contre à peu près 190 kg pour le Spark. Au niveau des dimensions, le Spark fait environ 3 mètres de long contre à peu près 3 mètres 20, 25 pour le VX110. Et de mémoire, le VX110 fait 1m17 de large contre 1m18 pour le Spark. Donc c'est surtout la grosse différence, c'est au niveau du poids, la puissance qui est à 90 chevaux sur le Spark et 110 sur le VX. Donc en fait c'est un petit peu complémentaire, c'est-à-dire que le rapport poids-puissance est forcément meilleur sur le Spark que le VX110. Toujours est-il donc en gros, le pic qu'on a eu pour le VX110, c'était 78 décibels, et en moyenne, on était à 55 décibels. Pour ce qui est du Spark, on a eu un pic à 75 décibels, et ensuite, on a eu une moyenne à 53 décibels. Donc moi, pour vous donner mes conclusions, je ne pense pas finalement que ça soit la pression acoustique qui soit en cause, puisque comme on l'a vu, souvenez-vous, 60 décibels, c'est le volume d'une conversation que j'emploie avec vous, ou que vous emploieriez avec une autre personne. Entre 70 et 90 décibels, on est dans une rue assez fréquentée en trafic. Par contre, je pense que mon hypothèse, c'est plus la redondance, on va dire, et je pense que c'est ce qui pose problème avec les gens qui se plaignent du bruit du jet ski. C'est peut-être pas forcément le volume en tant que tel, mais en revanche, le fait de faire des va-et-vient, de faire des sauts de vagues sur plusieurs périodes dans la journée, je pense que c'est plus ça qui doit être pénible. Je vais vous donner une comparaison. C'est par exemple si vous avez avec votre enfant
Vous savez qu'il y a votre enfant, par exemple, des fois, il va avoir des appareils électroniques qui font un peu du bruit avec des touches. Par exemple, vous avez des faux téléphones et ça va faire des mélodies. Et des fois, ce qui va se passer, c'est que votre enfant, il va appuyer plusieurs fois sur une mélodie, il va faire pareil, 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 pareil. Bon, ça va une minute ou deux, mais au bout d'un moment, ça devient vraiment, ça commence quand même à être pénible. Mais il va la fermer sa gueule! Et ben, je pense que c'est un problème qui est similaire avec le jet ski. Autre chose aussi, je pense que le fait que le jet ski ait une fréquence assez basse, on l'a vu à peu près dans les 500-600 Hz, il faut savoir que, en gros, par rapport au bruit, les fréquences aiguës donc, qui ont beaucoup de hertz sont celles qui vont se dissiper le plus facilement et donc se répandre le moins loin en distance, alors que les basses fréquences, elles, vont aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que très souvent, par exemple, quand vous allez à un concert ou à une fête et que vous vous éloignez de cette fête, et ben, ce que vous allez surtout entendre en premier, ce sont les basses. Donc, il y a ça aussi. Autre chose dont je n'ai pas parlé aussi, c'est... j'ai fait l'expérience dans des conditions normales. Il n'y avait pas forcément beaucoup de vent, il n'y avait pas d'obstacles, et il n'y avait pas forcément de réverbération, donc les conditions étaient assez bonnes pour effectuer ces mesures. Euh, Là où je veux en venir, c'est qu'il existe aussi un autre phénomène qui est lié un peu à ce que je viens de dire avec les fréquences graves et les fréquences aiguës. C'est ce qu'on appelle l'impédance. L'impédance, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la résistance par rapport à une onde. En fait, pour faire simple, en gros, sur un courant continu, donc vous avez la résistance. En gros, c'est le frein, on va dire, c'est le frein du courant, hein, pour faire simple. Et l'impédance, c'est à peu près la même chose, mais en gros, c'est le frein de l'ondulation. Et à ce que j'en ai compris, le frein, il y a quand même un frein qui est exercé dans l'air, même s'il est assez relatif. Par contre, il y a une impédance qui est presque 1000 fois plus forte entre l'air et l'eau. Et en gros, on parle de ce qu'on appelle une plage éphémère, et c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a quasiment aucun son qui vient de l'air et qui passe dans l'eau, parce que l'eau a une masse volumique qui est plus importante. En revanche, il faudrait que je me renseigne, et ça je vous le dirai dans une prochaine vidéo, parce que là, j'avais pas un appareil étanche, j'avais pas un sonomètre étanche, et en fait, j'aurais aimé voir quel est véritablement l'impact sous l'eau, et voir si on constate des différences, sachant que, souvenez-vous, je vous ai dit, on est à peu près dans les 300 mètres secondes dans l'air de célérité, et à peu près 1500 mètres par seconde sous l'eau. Donc ça serait intéressant de voir quelles sont les différences de propagation du son, et ça je prendrai des renseignements et je vous le donnerai. Donc après voilà, donc moi je le répète encore une fois, je ne suis pas un scientifique, je me suis efforcé de faire quelque chose qui puisse parler à une majorité de personnes. Si maintenant vous estimez que j'ai tort et que j'affabule, eh ben écoutez, c'est libre à vous. Il faut le dire maintenant aux gens, il faut qu'on nous change la vie. On voudrait apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on nous a appris. Et maintenant, je le dis tout haut et fort, et tout en emmerdant ceux qui croient que j'ai les idées courtes, parce qu'on peut me donner des heures d'émission, et si on veut des idées, j'en donnerai, et sur un peu tout, et je suis prêt à recevoir surtout celles des autres pour montrer s'ils en ont autant que moi. Et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire, parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place. Et dans ces cas-là, si vous êtes de grands scientifiques, eh ben, je vais vous donner déjà quelques liens.
Je vais vous donner déjà par exemple le lien d'une étude qui a été faite sur la pollution sonore en Corse par une certaine Federica Maggiani, qui a fait une étude qui est très intéressante sur la propagation du bruit sous l'eau avec les décibels, et surtout elle a fait quelque chose, c'est-à-dire qu'elle a fait quelque chose où elle a mis tout le monde dans le même panier, mais elle n'a pas cherché forcément à fustiger les jet skis au profit d'autres embarcations. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez salutaire de le signaler. Donc allez faire un tour, je vous mets déjà le lien par rapport à son étude, c'est vraiment intéressant. Autre chose aussi, c'est on va dire une étude assez exhaustive, c'est une étude du lycée d'Hydro avec des exercices de BTS. Donc là, vous avez en gros l'ensemble des formules, des études, vous verrez aussi par vous-même si c'est facile de faire une étude par rapport au son, si je vous dis de la merde, etc. Pour faire simple. Sachant qu'au pire, c'est pas un problème. Si vraiment ça ne vous va pas, dans ces cas-là, moi je peux très bien aussi faire une étude avec un véritable sonomètre sous constat d'huissier. Et je pense que là, après, il n'y aura pas d'ambiguïté possible. Donc voilà, en gros ce que je vous disais, la propagation du son, la dissipation liée à l'intensité sonore, les 6 décibels en fonction du carré et du rayon de la distance par rapport à la source avec la puissance acoustique, il me semble quand même que ce sont quand même pas des conneries et que j'ai pas essayé de dire les choses à leur avantage. Et puis enfin pour terminer, il y a aussi quelque chose, si vraiment vous voulez apprendre le son de manière très simple, et ben c'est pas sorcier, c'est le cas de le dire. La célèbre émission présentée par Fred et Jamy. Allez faire un tour sur les épisodes de C'est pas sorcier sur leur chaîne. Ils ont mis une chaîne sur YouTube et c'est gratuit, c'est accessible et on peut vraiment comprendre ce qu'il se passe. Et là encore, je le répète, il n'y a pas d'exception par rapport au jet ski. Donc c'est vraiment tout le monde part au niveau du son. Finalement, tout le monde loge à la même enseigne et part avec les mêmes règles. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est une vidéo qui est vraiment très très longue, j'aurais jamais pensé faire une vidéo aussi longue par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, plein de petites gâchettes et puis à très bientôt, allez, salut.